Les familles dans la littérature suisse, miroir de la société actuelle, un podcast bilingue sur la famille, son ancrage dans notre société, le questionnement constant qu'elle soulève au sujet de notre identité et surtout sa représentation dans la littérature suisse. Spiegel der Gesellschaft von heute, Familien in der Schweizer Literatur, ein zweisprachiger Podcast über die Familie, ihre Verankerung in unserer Gesellschaft, die ständigen Fragen, die sie in Bezug auf unsere Identität aufwirft und vor allem ihre Darstellung in der Schweizer Literatur. Ce podcast vous est présenté par Émilie Eder, Sylvie Jeanneret et Ralf Müller. Tour à tour, ils interrogent des autrices et des auteurs suisses sur la manière dont le motif de la famille travaille leur œuvre. Émilie Eder, Sylvie Jeanneret und Ralf Müller forschen an der Universität Freiburg. Abwechselnd befragen sie Autorinnen und Autoren aus der Romandie und Deutschschweiz dazu, wie das Motiv der Familie ihre Werk beeinflusst. Außerdem stellen sie zeitgenössische Familienromane einander gegenüber und zeigen, welche Rollen die Familie in einem Roman oder allgemein in literarischen Texten spielen kann. Alors, les familles dans la littérature sont-elles réellement des miroirs de notre société actuelle? Place à cet épisode pour en découvrir un peu plus. Sind Familien in der Literatur wirklich ein Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft? In dieser Episode erfahren Sie mehr darüber. Bienvenue, willkommen dans ce premier épisode, un épisode introductif en compagnie de Sylvie Jeanneret. Bonjour. Ralf Müller. Guten Tag. Et Émilie Eder. Hallo. Vous allez revenir sur l'importance de la famille dans la littérature de Suisse romande, la littérature de Suisse alémanique et dans notre société en général. Car aujourd'hui encore, la famille reste un thème prédominant dans les différentes formes culturelles. N'est-ce pas, Sylvie? Oui, tout à fait. Si l'on évoque des films, des séries télévisées ou des textes littéraires, nombreuses sont les œuvres qui s'intéressent de près à la famille et cherchent à approfondir les relations familiales. On peut évidemment citer une série incontournable, Succession, qui thématise les relations compliquées et abusives au sein d'une famille richissime, compliquée surtout lorsqu'il va s'agir de transmettre l'héritage construit par la figure autoritaire du père. Dans un autre registre, on pense aux films de Xavier Dolan ou Pedro Almodóvar, dans lesquels les figures parentales jouent un rôle déterminant et invitent les spectatrices et spectateurs à s'immerger dans des relations parents-enfants qui renvoient à nos propres expériences. Un film en particulier a su nous bouleverser, une adaptation de la pièce de théâtre intitulée Juste la fin du monde. Ce film, réalisé par Xavier Dolan, nous entraîne dans une rencontre familiale où les non-dits et les tensions nous font percevoir toute la charge émotionnelle drainée par les relations familiales. Et qu'en est-il pour la littérature? On peut rappeler que les histoires de famille sont des composantes essentielles des récits contemporains. On y trouve des sagas familiales, des romans qui interrogent les relations familiales et également des récits qu'on appelle autofiction, composés d'épisodes où le factuel et la fiction s'entremêlent. Des autrices célèbres comme Delphine de Vigan, Camille Laurence ou Pascal Kramer par exemple, ont partagé avec nous cette quête de reconstitution familiale. Ja, es ist wirklich interessant zu sehen, wie Familien in verschiedenen Medien, insbesondere auch in Serien, auftauchen. Dieses Beispiel von Succession hat im Moment gerade sehr viel Aufmerksamkeit auch gewonnen, das Sylvie Jeanneret gerade erwähnt hat. Wenn wir in der Literatur schauen, wie schon die Beispiele zeigen, finden wir Familien an allen Orten und ich denke, wenn man auch die Bibel zur Literatur zählt, dann ist schon die Ermordung von Abel durch Kain in der Genesis nicht nur der erste Kriminalfall, sondern auch gleichzeitig das erste Familiendrama und natürlich sind irgendwie auch die Eltern Adam und Eva mitverantwortlich durch ihre Fehler für das zerrüttete Verhältnis. Und von dort aus geht es weiter, Familientragödien in der Literatur. Und ein bekanntes Beispiel ist vielleicht König Ödipus, der unwissentlich seinen Vater umbringt und mit seiner Mutter eine neue Familie gründet. All diese Beispiele zeigen für mich so ein bisschen, dass in der Literatur vielleicht die Sachen besonders dramatisch oder tragisch sind. Und daher für uns auch ein bisschen die Frage, wie ist das eigentlich in der gegenwärtigen Schweizer Literatur? Welche Rolle spielen Familienbeziehungen? Und wie wirkt sich das auf die Entwicklung von Identität und Persönlichkeit, also in den Texten aus? Man kann eigentlich in jedem Jahr in den Verlagskatalogen
Texte finden, in denen sich Erzählungen an den Verhältnissen zwischen Familienmitgliedern abarbeiten. Jetzt gerade vor kurzem ist das Blutbuch von Kim de l'Horizon in den Medien gewesen, das gleich den schweizerischen und den deutschen Buchpreis gewonnen hat, wo dann auch die Beziehungen angesprochen werden, insbesondere zur Mutter, dann eben auf Berndeutsch, die Mère, und zur Großmutter mit ihren Kistchen und Druckli. Aber bevor wir auf solche Beispiele eingehen, jetzt sind wir Literaturwissenschaftler und schon ein bisschen komisch, was wir da so machen. Wie machen wir das denn eigentlich? Also wir haben an der Universität Freiburg gemeinsam mit dem Departementen Français und Germanistik ein Forschungsprojekt über die französisch- und deutschsprachige Literatur der Schweiz durchgeführt. Dazu haben wir, also eigentlich erstmal nur Sylvie Jeanneret und Ralf Müller, 2015 ein interdisziplinäres Kolloquium geleitet. Ein weiteres Projekt haben wir 3 für 2020 vorbereitet. Aufgrund der Corona-Pandemie aber mussten wir zumindest diese Tagung leider absagen. Das ging uns ja vielen so. Aber wir haben uns davon nicht entmutigen lassen und haben dann aus diesem Projekt ein Sammelband zusammengestellt. Nous avons prolongé la réflexion par un recueil d'articles parus en 2022 qui explore les liens entre littérature et société. Ce recueil est également un projet bilingue. Vous trouverez un lien vers la version en ligne dans la description de cet épisode. Nous y noterons d'ailleurs aussi les livres dont nous allons vous citer quelques passages marquants au cours de notre rencontre d'aujourd'hui. Les enjeux de la réflexion sur la famille dans la littérature étaient pluriels. Nous avons eu l'objectif de définir, d'explorer et de réinventer la famille à partir de la création littéraire et ensuite de croiser des textes des différentes régions linguistiques de la Suisse. Si l'on prend le cas de la Suisse romande, on rencontre de nombreux récits construits sur les relations entre parents et enfants, par exemple. La question de la filiation y est posée avec ces situations de conflit, sans doute, mais aussi de négociations permanentes. Les relations entre père et enfant vont occuper une place importante dans ces récits qui parlent de la famille. Les relations sont effectivement souvent crispées et conflictuelles avec cette figure du père qui est souvent représentatrice d'une autorité mal acceptée. Ce fonctionnement traditionnel de la famille, alors avec la figure paternelle toute puissante en quelque sorte, a d'ailleurs été remis en cause dès les années 70 dans les récits d'auteurs comme Alice Riva, même déjà dans les années 50 pour Alice Riva, ou Étienne Barillier, par exemple, dans son œuvre qui est quand même assez complexe et puis très développée, ou Annelise Grobetti. Dans la littérature contemporaine, donc je dirais à partir des années 2000, on peut se rendre compte, dans la lignée d'ailleurs de certaines recherches sociologiques, que les liens affectifs vont permettre de maintenir une cohérence à l'identité familiale. Et les relations du noyau familial seront davantage vécues sous un mode d'apaisement plutôt que de conflit. Et comme on va le voir tout à l'heure dans la suite, la quête d'identité des personnages va se doubler d'une quête des origines familiales. Et j'aimerais juste citer ici 1 ou 2 exemples, peut-être partir sur le roman de Roland Buty, Le milieu de l'horizon, qui est paru en 2013, dont on a tiré d'ailleurs un film avec Laetitia Casta, donc un film qui a connu un certain succès tout récemment, et on trouve la figure d'un narrateur qui se remémore le jeune garçon de 13 ans qu'il était durant l'année 1976. C'est une année de grande sécheresse en Suisse et le narrateur va nous raconter la séparation de ses parents qui sont agriculteurs et il nous raconte également le combat pour essayer de sauver l'exploitation. Donc on a en parallèle le mariage des parents qui est en train de partir en vrille et l'exploitation aussi familiale qui est en véritable déroute. Et en même temps, donc, la mère du narrateur va quitter le noyau familial pour rejoindre sa compagne. Et la mémoire familiale va se tisser autour des lieux que le narrateur va évoquer, mais va se développer également autour des relations tendues et même violentes entre le père et la mère. Et on va développer durant tout le texte des stratégies narratives pour renouer des liens affectifs distendus. Et ça va mener en fait à une sorte d'impossibilité de retour en arrière parce que l'avenir est en quelque sorte tributaire du passé familial.
Elle lui a donné des coups de genoux, lui a tiré les cheveux, lui a tambouriné les côtes avec les poings, pendant qu'il continuait d'étrangler avec méthode Cécile, dont le souffle court et la respiration rauque ressemblait de plus en plus à celle d'un être minuscule. « Vas-y maintenant !» Et je pensais, sans imaginer dans la pratique les conséquences d'un meurtre dans notre cuisine, le cadavre de Cécile étalé à nos pieds, papa condamné puis jeté en prison, et notre famille réduite à ne plus jamais en être une. Je jouissais de voir la panique dans les yeux de maman, impuissante, sans voix, la bouche ouverte et se tenant les joues comme pour empêcher l'explosion de sa tête. Je me fichais pas mal de Cécile. Je regardais le visage de maman, enlaidi par l'effroi, et qui n'avait que ce qu'elle méritait. Tout allait se régler par un drame horrible. Et elle finirait par comprendre. Elle finirait par comprendre que nous l'aimions plus que tout au monde. Elle finirait surtout par comprendre que je l'aimais plus que cette fille pouvait l'aimer. Je pense également, pour ajouter un deuxième exemple, au roman de Rosemarie Pagna, qu'on va citer aussi pour un autre podcast. Et ce sont des romans qui mettent en scène, depuis les premiers textes, comme La leçon de Judith par exemple, des relations familiales complexes, avec notamment des figures de sœurs qui s'entraident et qui développent une certaine autonomie et solidarité, tout en cherchant à renouer des liens familiaux distendus. On peut juste citer le roman intitulé Jours merveilleux au bord de l'ombre, publié en 2016, où la jeune narratrice, qui est en quête de bonheur pour sa famille, se bat contre l'adversité et l'injustice qui va frapper ses parents et notamment son père, et elle va parvenir à trouver un chemin pour rétablir une forme de justice. Et c'est vraiment la jeune fille qui va chercher à renouer les liens familiaux, pas tant dans une quête d'identité personnelle, mais vraiment dans une quête d'identité familiale qui pourrait ainsi être retrouvée. Voilà pour ces deux exemples. Du hast gerade darüber gesprochen, welche Beziehungen es zwischen beispielsweise Eltern und Kindern gibt, insbesondere auch zwischen Söhnen und ihren Vätern. Und das ist ein großes Thema auch in der deutschsprachigen Literatur. Und ich möchte diesen Beispielen aus der Romandie wenigstens ein Beispiel aus der Deutschschweizer Literatur gegenüberstellen. Denn auch hier gab es gerade in den 1970er Jahren Auseinandersetzungen zwischen Kindern und Eltern in der Literatur. Ein Text kann hier als besonders repräsentativ angesehen werden. Und gerade dieser Text ist auch stark im französischsprachigen Raum rezipiert worden. Es handelt sich um Marz von Fritz Zorn, das ist eigentlich Federico Angst, 1977 erstmals erschienen. In diesem Bericht arbeitet sich ein sehr nahe am Autor angelegter Erzähler an seiner Krebserkrankung und dem Schweizer Bürgertum ab. Gleich der Anfang dieses Berichts hebt die Bedeutung der Familie auf das Individuum hervor. Ich bin jung und reich und gebildet. Und ich bin unglücklich, neurotisch und allein. Ich stamme aus einer der allerbesten Familien des rechten Zürichseeufers, das man auch die Goldküste nennt. Ich bin bürgerlich erzogen worden und mein ganzes Leben lang brav gewesen. Meine Familie ist ziemlich degeneriert und ich bin vermutlich auch ziemlich erblich belastet und milieugeschädigt. Natürlich habe ich auch Krebs, wie es aus dem vorher Gesagten eigentlich selbstverständlich hervorgeht. Die eigene Krebserkrankung der elterlichen Erziehung anzulasten, ist natürlich schwere Kost. Fritz Zorn lässt wenig Spielraum, um den Konflikt zwischen Eltern und Kind zu lösen. Im Laufe der Jahre lassen sich dann weitere literarische Beispiele finden, an denen das Bürgertum und dessen Bedeutung für die Identitätsentwicklung diskutiert werden. Also ich finde es auch super spannend. Wir haben da eigentlich auch gerade zwischen Deutsch und Französisch auch immer wieder uns gegenseitig beeindrucken und überraschen können mit Hinweisen, dass es doch interessante Beziehungen und Gemeinsamkeiten gibt und gerade für das Beispiel, was ihr gerade nennt, diese Vaterfigur, die sich mit den Söhnen auseinandersetzt, dafür hat man in der deutschen Literatur sozusagen ein eigenes Genre benannt, nämlich das sogenannte Vaterbuch, in dem es genau um diese gegenseitigen Auseinandersetzungen geht. Das heißt, hier beeinflussen wir uns auch häufig gegenseitig, ergänzen uns auch mit unseren unterschiedlichen Interessen, die vielleicht manchmal auch andere Aspekte hervorheben. Ich hatte mich eigentlich immer dann viel stärker auch für diese ganzen Erzählkonstruktionen und Plot-Devices interessiert, dass dieses Erzählen halt häufig auch aus bestimmten Situationen heraus entsteht. Da stirbt jemand der vorangegangenen Generation und löst damit diese Auseinandersetzung aus. Da werden Kisten oder Kistchen aufgemacht und ausgepackt und dann erzählerisch ausgebreitet. Also das ist eigentlich auch eine ganze Motivwelt, die sich da für uns jeweils eröffnet.
In der deutschen Literatur finden wir dann auch in dem Zusammenhang häufig, dass das mit der Geschichte verbunden ist zum Beispiel. Also gerade in der deutschen sprachigen Literatur geht es dann häufig um Vergangenheitsbewältigung, Auseinandersetzung mit der Schuld, die vielleicht gerade aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Das klingt vielleicht ein bisschen überraschend dann für die Schweizer Literatur, aber auch in der Schweizer Literatur ist das dieses Thema ist an vielen Stellen aufzufinden. Da kann man zum Beispiel so Leute wie Otto F. Walter mit Zeit des Fasans nennen. Aber es gibt da sehr viele Themen und die auch, glaube ich, in sozialer Hinsicht von großer Relevanz sind. Also ich glaube, da gibt es aber dann eben auch gerade aus der französischsprachigen Literatur sehr schöne Beispiele, nicht wahr, Sylvie? C'est vrai que les différentes recherches aussi qu'on peut consulter, qui ont été développées à partir des années 2000 comme ça, mettent en évidence la relation entre l'investigation historique, la quête d'identité et aussi le rôle joué par la mémoire familiale. Et effectivement, on a chez beaucoup de personnages dans ces récits une quête identitaire qui se révèle en quelque sorte une quête de l'antériorité. Si on reprend ici le terme développé par Dominique Villard. Et les personnages s'efforcent alors de raconter leur histoire familiale en s'appuyant sur une mémoire fragmentaire qui va mêler des moments factuels et une extrapolation dans l'imaginaire. Et en Suisse romande, sans doute que pour illustrer ce type d'investigation historique qui est doublée d'une quête d'identité, on peut évidemment évoquer l'œuvre de Yvette Sgragen, qui me semble la plus représentatrice peut-être de cette investigation aussi dans le passé historique, et pas seulement le passé familial, je dirais. Et c'est une auteure très reconnue en Suisse romande. Je rappelle simplement qu'elle est née en 1920 et qu'elle est décédée en 2012. Et elle s'est fait connaître par des romans à veine réaliste qui traitent d'histoires de famille, voire de génération même, et qui interrogent les liens entre les histoires individuelles et la grande histoire, donc avec un grand H, et en particulier entre la Suisse et l'Allemagne. Et la démarche d'écriture suivie par Sgragen, ce qui est tout à fait particulier pour la Suisse romande, peut s'apparenter à un devoir de mémoire qu'on trouve peu, d'ailleurs, dans notre région francophone. Et ce devoir de mémoire, je dirais, s'illustre de manière exemplaire dans Matthias Berg de Sgragen, qui est publié en 99, et c'est un récit qui raconte la quête de Marie, qui est une jeune fille germano-suisse, qui part dans les années 90 à la recherche de son grand-père, Matthias Berg, qui habite alors Berlin et qu'elle n'a jamais connu. Et cette quête de ses origines allemandes fait suite au suicide de sa mère, qui s'est enfuie d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et qui ne sera jamais remise des traumatismes de la guerre ni du conflit intergénérationnel. Et c'est la petite fille qui va retourner sur les traces de sa mère dans une démarche de réconciliation. Et la Suisse apparaît ici comme un lieu de négociation entre le passé et le présent et apporte en quelque sorte à la jeune fille un espace de réflexion et de mise à distance. Et la quête d'identité de la jeune fille va se doubler de cette quête de l'antériorité qui est nécessaire à la reconstitution de la cohérence familiale. Son cœur se met à battre la chamade, comme chaque fois que, depuis ce matin, elle a envisagé ces gestes pourtant si simples, mettre le livre dans son sac, passer la bandoulière sur son épaule, se lever, faire les quelques pas qui la séparent de l'autre banc. Voilà, je l'ai fait, je suis debout devant lui, Matthias Berg, mon grand-père. Il me regarde de bas en haut, il dit « Assieds-toi, il y a longtemps que je t'attends ». Je m'assieds, un long moment on reste là, tous les deux sans parler. Marie la vaillante, enfant, elle n'avait peur de rien, rivalisait avec les garçons à la course, au saut. Et Eva, avec cette autodérision, cette méchanceté qu'elle retournait si souvent contre elle-même. Tu es une vraie petite boche. D'autres fois, tendrement, tu me rappelles Béaté. À ces moments-là, quand Eva la comparait à Béaté, Marie savait qu'elle était acceptée, aimée. Elle a porté cette ressemblance avec fierté durant toute son adolescence. Parfois elle pensait, peut-être que je lui ressemble aussi à lui. Jamais, malgré les récits d'Eva, elle n'a réussi à le détester. Also ich finde dieses Beispiel von Yvette Sgragen, dieser Roman Matthias Berg, ein sehr spannendes Beispiel, weil ich doch wirklich das Gefühl habe, dieser Roman, den könnte ich mir sehr schwierig
in deutscher Sprache ursprünglich vorstellen, weil Matthias Berg eigentlich doch sehr stark als Opfer dargestellt wird. Und damit kommen wir in interessante Fragen hinein, wie man auch in der Familie mit der Vergangenheit umgeht. Und das ist auch etwas, was uns natürlich extrem beschäftigt. Diese französischen Begriffe Intériorité, das ist natürlich super spannend. Sieht man auch, wie man so schön auf Französisch wunderbare Begriffe machen kann, dass das Innere gewissermaßen zur Vergangenheit der Figuren projiziert wird. Auf Deutsch haben wir gar nicht so wunderbare Begriffe, die genau diesen engen Zusammenhang herstellen können. Also wie sozusagen die Familiengeschichte eigentlich zum Abbild des Inneren der Figuren wird, dass das dann auch in die Figuren umgesetzt wird. Das heißt aber nicht, dass wir uns auf Deutsch eben nicht auch damit auseinandersetzen. Es gibt eben diese Erinnerungsarbeit im Familienroman und der Familienroman bietet in dieser Hinsicht eben auch die Möglichkeit, einen anderen Blick auf die Geschichte zu werfen. Und das ist genau das, was bei Matthias Berg passiert. Also man sieht sozusagen, wie diese Verheerungen durch die Familien gehen und gleichzeitig wie diese Figuren eigentlich das gar nicht wollen unter Umständen. Prominent in der deutschsprachigen Forschung sind in dieser Hinsicht verschiedene Beiträge von Aleida Aßmann zur Funktion des Familienromans. Eben auch, dass es dabei darum geht, dass Erinnerung, gewissermaßen die Geschichte, im Familienroman in eine andere Form gefasst wird. Das heißt, irgendwann mal ist die vorangegangene Generation nicht mehr in der Lage, die Geschichten von früher zu erzählen, aus der Familie, diesen persönlichen Blick der Familie darzustellen. Und das ist ja nicht dort, wo normalerweise für uns dann der Geschichtsunterricht beginnt. Die Familienromane bieten da nochmal eine Alternative, gewissermaßen dieses Individuelle, dieses eigene und persönliche durchzuführen. Dabei denkt man halt eben auch, dass Literatur vielleicht das Potenzial hat, dann auch das anzugehen, was verschwiegen wird in den Familien, die Tabus anzugehen. Auch dort natürlich die möglichen Untaten oder die mögliche Schuld der vorangegangenen Generation anzusprechen. Und mit Generation sind wir nicht gleich nochmal bei einem weiteren Begriff, der für uns wichtig ist. Generation, Familienroman spricht einerseits eben diese Verwandtschaftsverhältnisse an. Da werden immer neue Generationen hervorgebracht. Das steht eigentlich im Begriff selber drin. Gleichzeitig ist das auch ein soziales Verhältnis. Man hat eine Verantwortung für die jeweiligen Generationen. Man nimmt das zumindest an, dass es diese Verantwortung gibt. Und gleichzeitig kennen wir die Generation dann eben als soziologische Verbindung. Das heißt, jede Generation ist von bestimmten Erfahrungen geprägt. Wenn wir in die Geschichte des Begriffs hineingehen, Wilhelm Dilthey, Karl Mannheim, dann denkt man da ursprünglich vor allem an Männer, die gemeinsame Kriegserlebnisse teilen und in dieser Hinsicht eine Generation bilden. Aber hier geht es wirklich auch eher darum, allgemeiner an Erfahrungen zu denken, die dann unter Umständen auch die Generation in Familien repräsentieren können. Also das ist ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Familie und Geschichte. Oui, oui, c'est sûr que si l'on pense en termes de génération, on pense aussi en termes d'évolution, certainement de la situation familiale et des changements qui ont été faits après la guerre et notamment à partir des années 70, des années 80, où on a aussi une grande influence évidemment du milieu anglo-saxon, peut-être aussi sur nos sociétés, notamment sur la France. Et la Suisse romande est certainement autant influencée par ce qui se passe en France. Et là, je pense à tout le développement qu'il y a eu à partir de la Seconde Guerre mondiale, où cet idéal bourgeois, en quelque sorte, de la famille traditionnelle et de type patriarcal va céder peu à peu la place à des modèles quand même beaucoup plus souples, avec des familles monoparentales, des familles recomposées, multilingues, qui présentent autant d'alternatives à une famille qu'on pourrait qualifier de traditionnelle. Là, il y a évidemment un texte qui est assez emblématique pour nous en Suisse romande, c'est le texte Pour mourir en février de Annelies Grobetti, qui est paru en 1970. Annelies Grobetti, à cette époque très jeune, je crois qu'elle a 18 ou 19 ans, et c'est un roman qui parle des difficultés des relations interfamiliales
dans une famille qu'on peut qualifier de bourgeoise et qui aborde surtout le rapport conflictuel entre le père et sa fille. Et c'est vraiment un roman qui va valoriser une amitié féminine qu'on pourrait définir aujourd'hui avec le terme de sororité. Et c'est une amitié entre donc la toute jeune fille qui est le personnage principal et une femme divorcée, indépendante, qui en plus est belge, donc c'est vrai, ça donne aussi une touche, en quelque sorte exotique dans notre Suisse romande. Et c'est cette femme qui va aider à la construction identitaire de la protagoniste. Cette notion de sororité s'illustre aussi dans le roman intitulé La leçon de Judith de Rosemarie Pagnard, qui est lui paru un peu plus tard en 1990 et qui raconte la relation entre deux sœurs, qui est une relation parfaitement asymétrique où il y a des rapports de pouvoir assez forts entre l'une et l'autre. Et dans ce récit, la dynamique familiale, elle présente deux binômes qui vont donc cohabiter dans un système vertical où vous avez les parents en haut, mais qui interviennent très peu, et les deux sœurs en bas, qui vont en fait occuper tout l'espace du récit. Et la narratrice a le devoir de s'occuper de sa sœur, et c'est une femme d'âge mûr, ici aussi, une musicienne, qui va aider et qui va soutenir cette jeune fille à trouver sa voie. Donc on a un lien de sororité entre les deux personnages qui va s'établir, malgré la différence ou grâce à la différence d'âge entre les deux, et aussi de parcours existentiel. Et dans ces deux romans cités, on a vraiment des romans de formation, et dans lesquels une figure féminine extra-familiale va jouer un rôle déterminant dans la quête identitaire des jeunes protagonistes. Ich kann hier eigentlich auch noch mal ein paar von den Linien, die wir heute angesprochen haben, in einem literarischen Beispiel zusammenführen. Also wir haben gesprochen über den Generationenbegriff, über Migration, gerade auch über Schwesternschaft. Und all diese Elemente finden sich in dem Roman Tauben fliegen auf von Melinda Nagy-Abongi, der 2010 erschienen ist und auch im gleichen Jahr den Schweizer und den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. In diesem Roman geht es um zwei Schwestern, die mit ihrer Familie aus der Vojvodina in die Schweiz migriert sind und wie sie sich in der Schweiz ein neues Leben aufbauen. Und interessant ist, dass in Familienerzählungen mit Migrationsthematik die Raumzeitstruktur verdoppelt wird. Denn es gibt, so auch in Tauben fliegen auf, das Hier und Jetzt der Protagonistin und ihrer Schwester. Und es gibt das Dort und Damals, den Herkunftsort der Familie. Es treten im Vergleich zu Schweizer Familienerzählungen neue Fragen nach Identität und Zusammenhalt in den Fokus. Die unterschiedliche Sozialisation der Eltern und der Geschwister kann problematisch werden. Kulturelle Unterschiede können zu Brüchen führen. Selbst die verschiedenen Sprachkompetenzen können dazu führen, dass sich Familien voneinander entfernen. Wie das aussieht, kann ein Beispiel aus Meray Qureşi's Roman Elefanten im Garten, der 2015 erschienen ist, veranschaulichen. Türkisch wurde eine Fremdsprache, Deutsch zur Muttersprache. Anne wurde mit jedem türkischen Wort, das aus meinem Mund verschwand, mir fremder, und Baba benutzte immer mehr deutsche Wörter, wenn er mit uns sprach. Ich mag die deutsche Sprache nicht. Sie ist meine Muttersprache. Meine Mutter spricht kein Deutsch. Mit dem Verlassen meiner Kindersprache habe ich mich selbst verlassen. Ich habe mir meine Muttersprache selber beigebracht, da war ich 10. Es ist außerdem spannend zu beobachten, dass sich realweltliche Migrationsbewegungen tatsächlich in der Literatur widerspiegeln. Sowohl Melinda Nagy-Abongi als auch Meray Qureşi sind aus dem ehemaligen Jugoslawien in die Schweiz gekommen. In der Romandie hingegen wird man auf Autoren wie Max Lob treffen, der aus Kamerun nach Genf gezogen ist. Hier spielt sicherlich auch das Französische eine große Rolle, weil man dann sich schneller in dem Zielland integrieren kann. On peut constater donc que les relations familiales et les liens tissés dans le cadre de la famille sont déclencheurs de sentiments très forts, voire d'émotions très fortes, et qui provoquent en quelque sorte des sentiments comme un amour indéfectible pour les membres de la famille, pour la fratrie, pour les parents, les enfants, mais aussi parfois une tentation de haine, un désir de vengeance par rapport à certaines injustices qu'on pourrait vivre dans le contexte familial. Et autant d'émotions, je dirais, qui sont exploitées dans les romans, en particulier les romans policiers. On aura à ce sujet aussi un épisode consacré aux romans noirs, où là, alors les relations interfamiliales sont parfois exacerbées et menées en quelque sorte à leur paroxysme. Et on pourrait quand même dire que, on l'a rappelé tout à l'heure, la littérature s'intéresse sans doute davantage aux particularités
aux fractures, aux enjeux portés par les relations interfamiliales, je dirais aux failles qu'on trouve dans la famille, et que le fait de décrire un bonheur familial tranquille semble en effet avoir peu de valeur en termes de divertissement narratif. Diese Folge wollen wir mit einigen Worten zu Ruth Schweikart beenden. Die Schweizer Autorin ist dieses Jahr im Juni verstorben. In ihrem Werk ging es immer wieder auch um Familienstrukturen und insbesondere um Frauenfiguren. In ihrem letzten Buch, Tage wie Hunde, in dem sie sich mit ihrer Krebserkrankung auseinandersetzt, schreibt sie: Seit längerem arbeitete ich an einem Roman mit dem Titel Wie wir älter werden, eine Familiengeschichte, in deren Zentrum der rätselhafte Tod einer 19-jährigen Frau in den späten 70er Jahren steht. Dabei beschäftigten mich weniger die alternden Körper, in denen meine Figuren steckten, als vielmehr die Frage nach der Perspektive, wie der Blick auf die Welt, die menschliche Existenz, die eigene Vergangenheit, eine bestimmte Erinnerung sich verändert, wenn wir älter werden, und was das für meine Figuren bedeutete. Wenn wir erzählen, beschreiben wir die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie sie uns vorkommt. Das gilt natürlich genauso für die Literatur. Sie beschreibt die Welt nicht, wie sie ist. Das ist ihre Schwäche und ihre größte Stärke zugleich, indem sie zuweilen jene Räume eröffnet, die diese Welt erst bewohnbar machen und für die ungewisse Dauer eines Lebens. Vous venez d'écouter un épisode du Podcast Les familles dans la littérature suisse, Miroir de la Société actuelle. Sie haben gerade eine Episode des Podcasts Spiegel der Gesellschaft von heute, Familien in der Schweizer Literatur. Découvrez toutes les œuvres citées dans la description. In der Beschreibung gibt es auch weiterführende Literaturhinweise. Et ne manquez pas le prochain épisode. Verpassen Sie nicht die nächste Episode. À bientôt, bis bald.